Pour l'indépendance. Très chers amis de la presse, bon après-midi. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC 23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à cibler contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations des Bangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les en est acquis, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC 23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense du Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement celle de la population Tutsi.
Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de ce cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025. Déploiement des forces burundaises à Lubongi et Rugarika. 17 au 18 juillet. Déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massana, Piné et Kifuru en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Kaololo. 18 juillet 2025. Destruction systématique des habitations. Pillage de plus de 150 têtes de bétail. Agawara et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutu. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kabumbu et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijamo et les villages de Banyamulenge et Aminé. 21 juillet 2025. Attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Buzekwe Aminé. 22 juillet 2025. Nouvelle offensive à Rouge et ses environs dans les territoires de Massis. 23 juillet 2025. Attaque contre les zones densément peuplées à Boukounounou dans le Lubero. Le 25 juillet 2025. Nouvelle attaque à Rouge, territoire de Massis. Le 28 juillet 2025. Attaque des populations civiles à Bitongi, à Massis. 28 juillet 2025. Attaque des populations civiles à Bitongi, Massis. 29 juillet 2025. Attaque contre les civils à Baïja et ses environs, Massis. Bombardement d'un camion Fuso à Gisegour, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées dans Maïto, dans les Massis. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu, le mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Bunyakiri, Kiboua et Ouvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndono, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Kifuni et Ram, FRDC, FDLR, Imbonekbo. À Rugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Wazalem. À Ouvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone, CH4.
et avions des combats à Rutshuru, ou Leusa à Wanikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Ouvira, en Ituri et massacre de population à Babanyamulege, bien entendu, à Ndembo dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que Debwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Kibwe, Pisto, Hebe et Nyan. Il faut citer aujourd'hui, car aujourd'hui, à partir de 1h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tonisa, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. À laquelle je vais répondre avec un regret. Regret, c'est que nous parlons des morts, des Congolais qui sont tués par des bombardements déposés sur des sites civils. Mais ce qui intéresse la presse, c'est des kilos d'or imaginaire qui existeraient ou qui seraient volés par quelque chose. C'est tout simplement regrettable. Ceci dit, comme vous voulez vous parler d'or, évidemment, vous l'avez dit vous-même, que ce sont des allégations. Mais avant de vous répondre, permettez-moi de vous donner l'historique de cette vie. Twangiza faisait partie d'un consortium d'Anro Corporation. La mine fut mise sous exploitation par la société chinoise qu'on appelle Baim International Investment Limited depuis 2020. Encore que cette société n'était qu'une société écran qui appartenait plutôt à la famille Tshisekedi. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout des mamans Marthe. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société chinoise, M. Chao Zheng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'alors avait été encheminé des Twangiza vers Guinée avant l'entrée et l'arrivée de l'AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, les stocks
exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, par en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, des artisanaux qui perdent la sécurité. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants, nous sommes des révolutionnaires. Notre élite, ce n'est pas chercher l'or. Nous n'avons jamais d'ailleurs été à Tanguy à l'origine. Non. Et qu'aujourd'hui, le régime lance à bombarder les différents sites et prétend, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont fait à ce niveau. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or. Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert le temps. Nous sommes arrivés à Twangiza il y a moins de 5 ans. Quand est-ce que l'AFC, qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'investissement entier, s'est mis à prendre l'or? Et puis ça m'étonne que ceux qui exploitaient l'or, la famille Tshisekedi, soient partis à la suite de la pression de l'AFC 23, mais qu'ils prennent quand même soin de laisser 500 kilos à réserve pour dire que non, nous vous aimons tellement que lorsque vous allez arriver, on va prendre. Non, arrêtez de distraire. Ça, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Nous ne sommes pas là-bas. Et ceux qui ont besoin de faire des mines, nous administrons désormais l'espace. On est en train d'assainir l'environnement économique et des investisseurs qui viennent et qui investissent. Nous sommes des révolutionnaires une fois encore. Nous ne sommes pas des exploitants. Notre vocation n'est pas d'exploiter. Les dégâts, juste hier soir, ont continué les bombardements. Jusqu'à ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile. Beaucoup sont morts. Nous aurons maintenant déterminé les bilans en termes humains, en termes matériels et ressources. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués, par ceux qui sont censés les protéger. Mais qu'on nous sort ici la question des mineurs, nous ne savons rien. Doha, nous sommes à Doha. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous avons fait montre de bonne foi. Et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de ces éléments, de bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face de la communauté internationale et nationale que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e décès, mais je suis vivant.
aussi procède, bien entendu, du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait de l'ensemble, je dirais, une option des gouvernances. On ne gouverne pas par le mensonge, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est mon État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, c'est vous l'avez dit vous-même. C'est le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne va pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les autres États. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la coalition des ETF, des RAID, des mercenaires, toutes sortes d'armées du monde de vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de camp. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Par les gouvernances, détournement, vol, escroquerie, mensonge, nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Et si notre engagement pour la paix est malmené par les habitudes de Kinshasa, de ne rien respecter, cela ne peut pas changer notre foi à une solution politique pour la crise qui nous oppose au régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa a une réputation que tout le monde connaît. Et c'est une réputation même au niveau international. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas ses engagements. Il n'a aucun respect pour sa signature. Il suffit de le voir dans tous les accords qu'il a signés avec ses partenaires internationaux, avec les partenaires nationaux, avec même les partenaires régionaux.
lorsqu'il participe à un forum international des chefs d'État ou un sommet, il se met d'accord sur un certain nombre de choses et même sur le communiqué final. Et quand M. Tshisekedi arrive à Kinshasa, il publie son propre communiqué qui a un contenu autre que celui sur lequel ils se sont mis d'accord. Nous sommes partis à Doha, connaissant l'homme, sachant qu'avec lui, même si nous aboutissons à un accord, cet accord ne sera jamais respecté. Et notre démarche à Doha aujourd'hui est de démontrer à la communauté internationale que si nous avons pris les armes pour nous défendre, c'est parce que nous étions en face et nous sommes encore en face d'un régime qui n'entend pas raison. Vous savez, vous avez dit que nous avons signé un certain nombre d'actes, en commençant par le communiqué conjoint d'avril 2025, qui instaurait une cessation des hostilités en guise des festivités de Pentecôte. Le lendemain de la signature, les offensives gouvernementales se sont effectuées. Jusqu'au jour où nous avons signé ce que nous avons appelé les déclarations de principes, qui prévoyaient deux activités, notamment la libération des prisonniers et les cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prisonnier qui est libre. Et là, je vais corriger. Le terme échange de prisonniers ne fait pas partie des principes ou de la déclaration de principe. Nous avons bel et bien parlé de la libération des prisonniers. Le terme exchange ou bien échange de prisonniers a été introduit dans le processus par le CICR. Mais cela n'est pas conforme à ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Dans la déclaration de principe, nous parlons de la libération des prisonniers. Évidemment, on comprend que le CICR, il a certains termes qu'il utilise et qui ne sont pas nécessairement limités. Alors, le deuxième point, dans la déclaration de principe et la cessation des hostilités, ou bien de cessez-le-feu. Jusqu'à présent, comme nous l'avons démontré, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Quelle que soit l'attitude de retenue que nos forces observent sur les champs de bataille, mais la force qui est en face continue avec ses attaques. Et le coordonnateur l'a dit, depuis que nous avons commencé le processus de droit, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cessation des hostilités, ou encore cessez-le-feu. Le troisième document que nous avons signé, c'est récent, c'est justement le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Le lendemain de la signature de ce mécanisme, Kinshasa a attaqué Odor et il poursuit bonnement cette attaque. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en faisons nous de notre côté? Le devoir nous oblige d'en faire rapport au niveau de la médiation. Et j'ai tout un tas de correspondances, des dénonciations que nous faisons à la médiation de toutes ces violations de ces faits. La dernière note que nous avons envoyée à la médiation date, je crois, du mois d'octobre, le 18 octobre, où nous exigeons que nous puissions faire l'évaluation du processus, de tous les actes que nous avons signés. Que nous nous interrogions si la libération des prisonniers a été effective, si le cessez-le-feu est observé par tous,
et que l'on tire les conséquences. Je peux vous dire aujourd'hui, et c'est avec regret que nous le disons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi nous organisons cette conférence de presse, c'est de vous dire que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la médiation en réponse à toutes ces violations de ces êtres. Nous n'avons jamais reçu de la médiation une quelconque condamnation de celui qui viole les esprits. Cela signifie que ce que nous faisons n'a aucun impact sur la vie. Alors que nous allions à Doha, nous nous disions que si d'abord nous pouvons obtenir la cessation des hostilités, de manière à permettre à notre population de se mouvoir librement, de s'adonner à ses activités, de continuer à vivre normalement comme elle vivait avant la guerre, que ce serait déjà un grand pas pour nos populations, un grand soulagement pour nos populations. Mais que si Doha ne peut pas nous donner la paix, la cessation des hostilités, si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui. Cette conférence est également une sorte d'avertissement que nous envoyons aux uns aux autres en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatari, se promener dans les belles rues du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons cette paix par les moyens que nous avons définis et que nous avons imposés sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toute une population. Et c'est ainsi que nous disons le coordinateur. Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition, contre l'unité. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tous les sacrifices que nous acceptons et nous consentons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons coup sur coup, de telle sorte que nous arrivions à imposer la paix, que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa. Je prends un exemple de Fizi, par exemple, où ce qui s'appelle la RAT, la force, comment ça s'appelle, la réserve armée de la défense des FARDC, se livre bonnement et sans scandaliser le monde à des viols systématiques sur des femmes, et ils filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et que cela ne fasse l'objet d'aucune condamnation. Ça aurait été un militaire de l'ARC qui ferait ça, que le monde serait scandalisé. Mais pourquoi l'on laisse la partie gouvernementale se livrer à de tels actes? En fait, c'est ce qu'on appelle justement les viols armes de guerre. Parce qu'on utilise aujourd'hui les viols pour terroriser nos populations. Et c'est fait par des personnes qui s'appellent des patriotes, des Ouazalendo. C'est quel genre de patriotisme que nous sommes en train d'instaurer dans nos pays? C'est pourquoi nous nous disons, nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à tout cela. Parce que nous nous sommes engagés à cela. Et par rapport à Doha,
si cette récréation se poursuit, je peux vous dire que nous reviendrons ici. Nous ne prendrons pas nos responsabilités à catimini. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons notre décision. Merci. Il y a un second volet de la question qui est plutôt d'ordre économique. Suffisant, c'est en rapport avec une question d'actualité sur la monnaie et le taux d'échange aujourd'hui appliqué à Kinshasa. À la suite d'une décision. Les uns diront que c'est une décision irresponsable. Moi, je dirais que c'est une décision prise avec responsabilité dans la logique de l'escroquerie qu'ils ont mis en place depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Avant de vous parler de cette question des taux d'échange, je voudrais d'abord rappeler ici quelques faits. Vous vous souvenez certainement de la taxe RAM. C'est dans la même logique. La taxe RAM a produit une taxe d'abord illégale, mais le produit de cette illégalité a produit autour de 1,2 milliard de dollars. Géré non pas par le Trésor public ou à travers le Trésor public, mais géré par une idée familiale et tribale de M. Tshisekedi en personne. J'étais encore à Kinshasa. Je suis parmi les gens qui lui ont dit que monsieur ça c'est une vol. La société, les sociétés sous-traitantes autour de la question, c'était des sociétés belles femmes, belles filles, beaux frères et consorts. 1,2 milliard de dollars collectés sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'à chaque fois que vous payez les crédits, il fallait que on découvre quelque chose. Mais de 1,2 milliard de dollars collectés, le seul résultat, 1,2 milliard, c'est une université. Et encore que non, l'université ne peut être construite que chez lui. Collecté sur toute l'étendue du territoire. Escroquerie. Et quand nous disons que M. Tshisekedi est un escroc, nous savons de quoi nous parlons. 2. Vous vous souviendrez encore qu'il y a un jugement rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC et qui condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars au titre d'indemnité aux victimes des conflits abyssinaux. Là encore, les paiements de ces fonds ont commencé depuis 3 ans. M. Tshisekedi a installé la chaîne qui partait de lui-même et qui devait passer par le ministre des Finances de l'époque, M. Nicolas Kazadi, et par la Banque centrale, Mme Kabeti, et à l'époque par la ministre de la Justice, Mme Rose Muto. Tous les Kassaliens, bande de tribalistes, pour gérer ces fonds. Et à ce jour, nous sommes à plus
autour de 1295 millions de dollars versés. Cet argent est dilapidé. Cet argent est consommé par cette banque sans jamais faire ce de quel l'argent a été. Ici, je prends à témoin la Cour internationale de justice ainsi que la République du Ghana pour leur dire que ces dossiers, il devra veiller parce que ces dossiers sera déterré et que les fauteurs ou les escrocs qui détournent ces fonds devront répondre de leurs actes devant la justice. Aujourd'hui, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds d'arrêt. C'est une quantité collectée sur le fonds généré par des redevances minières. Et autour de 20 à 30% de ces fonds sont devenus en quelque sorte un champ de la famille présidentielle. C'est des détournements scandaleux et que les Congolais regardent comme tel. Mais nous disons encore ici qu'ils répondront. C'est dans cette logique, vous ne citez que ces quelques exemples, c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, l'apprenti sorcier, qui est venu un peu comme l'autre jeune ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour diriger l'institution financière nationale dans une logique de populisme et de mensonge. Je voudrais vous dire, je suis économiste, et vous présenter ici l'escroquerie qui est derrière. Et je voudrais que je les rende non pas à des termes économiques sophistiqués, parce que très souvent les économistes, ils vont passer à la télévision pour dire, écoutez, nous avons maîtrisé les taux directeurs, nous avons injecté, ça ne fait rien dire. Écoutez l'escroquerie derrière. Ce qu'ils ont fait, le taux d'échange avant cette opération au niveau du Kinshasa était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 280, 290 000, disons 290 francs congolais. C'est-à-dire, si vous avez $100, vous allez voir le cambiste Oki, à l'époque, on te donne 280 francs. C'est-à-dire 280 000 francs. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est comme s'ils ont pris $100. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 $ pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que le franc congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter les mêmes $100 qui se trouvent maintenant chez lui. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180. La différence, là, c'est quoi?
Et pour ça, ce n'est plus 100 $. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculer cette différentiel, ils sont en train de escroquer la population. Et c'est la population qui paie. J'avais 100 $, j'ai changé à 280. Et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les 100 $, j'échange, je me donne 180. Et les 180, parce que chaque riz n'a pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir 50. Vous voyez l'escroquerie. Mais ce n'est pas une escroquerie au prix de 100 $, c'est vraiment une escroquerie au prix de 1 million. Voilà ce qui est derrière cette justice. Avant de venir, il y aura des données sur la situation qui est dans notre zone. La ligne dans l'autre à Kinshasa. Ndenge bayibaka ram yango escroquerie mosusu eye lisusu mpona to ya dollar. Eloko basali bazwi dollar na biso moko po eza ya banque centrale batie yango na wenze babotoli bafranc nyonso bakangi yango nsima nango dollar emonani neti esili eperdre valeur donc franc congolais ezwi valeur ozalaki kochange 100 $ na 280 000 francs sikoyo okoki kochange yango sikoyo na combien na 190 000. Oyo ya likolo wana 190 à 200 yango nde baza koyiba bino bobongama bien boto kotika escroquerie wana ekotiri. Alors maintenant, pour répondre à la question, revenir à ce que dans notre zone, la zone libérée, il faut d'abord noter une chose, que l'est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes de la Swahili. Alors, notre entrée d'abord, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est. J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kasaï, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il le fait parce que c'est la population de l'Est qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que vos épargnes sont bloquées par le monde, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire. Ça veut dire ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas généralement de revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur. Il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par des banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés à Goma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Wazalek, par sa coalition. Nous avons stoppé net le bien. La Banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba en Guajima, qui, lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angenga, il a volé la population d'Eritrea. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale. C'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution construite parce que nous devons construire. Nous ne pillons pas, nous protégeons.
aucune révolution au monde ne peut arriver sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Nous sommes responsables, nos activistes dans les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins prises en dépit de la punition collective que les gens, sans moyens, on est en train de relancer plus ou moins certains des travaux publics. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs, nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont. La voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, vous positionnez vous-même ici dans la c'est chaque jour que des camions Fuso sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, qu'on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, les mirailles. En Goumou, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Dirago, nous observons, lui-même dans les champs, et même les autorités, les top management de l'AFCN 23. Nous avons lancé, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui feront c'est ça les niveaux de demain. Remettre les gens au travail. Mais la punition collective dont nous faisons l'objet, nous la gérons. Et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil. La population du Kivu, c'est là où il y a les dynamismes avec une résilience qui fait que nous résistons à tous les autres. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes. Le développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo Itajiwa, Congo Itajiwa, alors, ceux qui pensent avec des voyages tout le temps pour aller quémander l'argent, pleurnicher,